Bonjour, bienvenue dans Écoutez ça, le magazine d'actualité de Zitata. Aujourd'hui, nous parlons d'évolution du monde et de crise du monde du travail avec mon invité, William Montlouis Félicité. Bonjour. Bonjour. Comment ça va, William? Très bien, prêt à échanger avec toi sur ce plateau. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté mon invitation. Alors, tu es de passage en Martinique, tu vis à Paris, tu es doctorant en droit. En droit, ouais, droit social. Droit social. Tu es spécialiste de RSE, responsabilité... De tout ce qui est l'éthique en entreprise, la responsabilité sociale des entreprises. Et donc, tu nous viens avec deux ouvrages. Le dernier, c'est celui-ci, Dialogue autour d'un monde en évolution, que tu as écrit, donc, disons, c'est une conversation que tu as avec Louis Kergal, donc, qui est l'ancien commandant de la marine aux Antilles. Oui, voilà. Et puis, il y a un autre ouvrage dont on va quand même parler, Vers les nouveaux mondes du travail. Donc, accueillir le bouleversement, comprendre les enjeux, structurer l'avenir, relever les défis de la pandémie. Donc, on a l'impression que tout ça est inscrit dans un contexte qui n'échappe à personne. 2 ans de pandémie, de confinement, de déconfinement. Et finalement, où on a l'impression de vivre une crise. Première question, est-ce que c'est une crise, d'ailleurs ? Oui, c'est une vraie question qui a d'ailleurs été le fil conducteur des écritures des deux ouvrages, en quelque part. On se pose vraiment la question de savoir s'il y a une crise au sens que d'un creux de vague qui va à nouveau redonner de belles eaux tôt ou tard. Moi, je pense qu'on n'est pas en crise en réalité. Je parle plus souvent de mutation, de transformation. Je pense que le monde est en train de se transformer. Et donc l'agitation que nous vivons, elle n'est pas liée à une crise, mais tout simplement à des modifications de nos environnements qui sont en train de muter à tout niveau d'ailleurs, en politique. Mais ça fait un moment en fait, parce que la pandémie, c'est un épisode de cette mutation. Toi, tu ferais commencer cette mutation. Bon, il y a eu de grandes mutations du monde avec la révolution industrielle. D'ailleurs, on est en train de peut-être sur la queue de ce mouvement-là en réalité. 19e siècle, 18e, 19e siècle, l'industrialisation, etc. Pour toi, cette mutation a commencé quand ? Alors, je dirais qu'elle a commencé après les 30 glorieuses, les fameuses belles 30 années où on trouvait du travail sans problème, où l'économie était flamboyante, où finalement le système un peu capitaliste, on va dire, tel que nous connaissons aujourd'hui, était fauvoyeur de travail et de richesse. Aujourd'hui, il y a comme quelque chose qui semble avoir atteint ses limites. Alors, je ne dis pas que le système capitaliste a atteint les limites, mais on voit bien que les institutions, les équilibres qu'il y avait à une certaine époque dans le monde, que ce soit au niveau politique, que ce soit les équilibres au niveau social, que ce soit les équilibres climatiques, les équilibres sont tous en train de s'agiter. Et ces agitations, je dirais, elles ont commencé à poindre leur nez dans les 20-30 dernières années, les 20 dernières, on pourrait dire ça. Alors d'abord parce qu'il y a eu des crises financières majeures, la crise de 2008, dans laquelle on n'est pas sorti d'ailleurs, on oublie cela. Et puis il y a évidemment tout le ralentissement de l'emploi, la transformation du monde du travail aussi avec la digitalisation, le numérique et les pertes d'emplois qui étaient associées à ces transformations, les entreprises qui n'ont pas pu suivre non plus le rythme qui était imposé par les changements politiques, les changements juridiques, les changements économiques. Il y a pas mal de capacités aujourd'hui qui sont sollicitées chez l'entrepreneur en général et beaucoup ne survivent pas à cette rapidité et puis à cette incertitude. On ne peut pas savoir de quoi demain est fait. Et je dirais même que les recettes d'aujourd'hui ne sont même plus applicables à la journée qui va suivre, c'est-à-dire la journée qui suit cette émission, par exemple. Oui. Voilà. Alors, je reviens quand même sur ce que tu viens de dire. Tu dis, je ne vais pas parler de crise du système capitaliste ou du fait que le système capitaliste a atteint ses limites. Est-ce que finalement, les interrogations aujourd'hui qu'il y a autour de la transition énergétique, les questions d'épuisement des ressources, d'épuisement de la biodiversité, etc., est-ce que finalement, ça ne montre pas qu'on est arrivé au bout, en fait ? Oui, il y a quelque chose comme une fin. C'est-à-dire, effectivement, on sent que le système s'essouffle. Oui. Et un mot que j'aime bien utiliser pour caractériser cet essoufflement, c'est la soutenabilité du système, la supportabilité. Oui. Aujourd'hui, effectivement, il y a une pression à tous les niveaux, une pression économique, une pression sur l'environnement, une pression, je dirais, sur les populations, qui devient presque insupportable. Et je pense qu'on arrive à un système qui, effectivement, s'essouffle et qui s'épuise peut-être et qui nécessairement va demander à se réinventer, à se repenser complètement. Continuer de la même manière, on va à l'échec, je pense. Et il y a 2 autres mots que tu as utilisés. Donc, tu as parlé de la crise financière de 2008. Effectivement, on s'en souvient, les Man Brothers, les gens qui faisaient leur carton au pied des tours à New York.
Mais on a envie de dire, et tu en parles aussi dans ce livre, les inégalités n'ont jamais été si importantes. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la crise financière n'a pas eu lieu pour tout le monde en réalité. Oui. Les entreprises en ont pâti, mais il y a les nouveaux milliardaires, les nouveaux papes ou rois de la Silicon Valley qui vont sur la Lune ou dans l'espace, et puis parallèlement la captation de maximum de ressources par un minimum de personnes. Et tu en parles, 20% des gens qui détiennent 80% la majorité des richesses du monde, complètement. Donc voilà, crise pour certains, pas crise pour d'autres. Oui, il y a un problème d'inégalité qui commence à toucher à peu près toutes les régions du monde, et cette inégalité devient de moins supportable. Je disais effectivement sur l'ouvrage qu'aujourd'hui, 80% des richesses de ce monde sont en quelque part possédées par 20% de la population mondiale. Je rappelle quand même qu'on sera plus de 10 milliards d'habitants d'ici une vingtaine d'années. Je vous laisse voir, ça veut dire que 80% de la population du monde souffre de famine, de manque de matières premières, de difficultés. Or, c'est ces 80%-là qui demain vont peser dans le monde. Alors, je vous laisse imaginer ce que ça donnera. 10 millions d'habitants, face à eux, 2 millions de personnes qui sont relativement à l'aise. Et les 8 millions, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont même très à l'aise. Très à l'aise. Et du coup, les 8 millions, ils ne vont pas rester comme ça. Donc, nécessairement, il va y avoir tôt ou tard dans ce monde des tensions de plus en plus fortes autour des problématiques, notamment d'enjeux de matières premières, on le voit déjà, énergétiques, climatiques et autres. Les guerres aussi. Les guerres aussi. L'accès à l'eau aussi. L'accès à l'eau qui est aussi une problématique majeure, l'accès aussi aux métaux rares, aux minéraux, aux métaux de plus en plus utilisés pour nos smartphones et l'informatique. Mais en fait, tout ça atteint ses limites. Donc aujourd'hui, la question, c'est comment faire pour éviter que le monde craque. Comment faire ? Alors comment faire justement ? Peut-être qu'il faudrait arrêter de puiser dans les recettes du passé pour en quelque part réinventer un monde qui s'essouffle. Donc je pense qu'il faut remettre à plat. Il faut remettre à plat les cartes politiques. Il faut remettre à plat les lectures sociales du monde et les attentes des populations. Il faut reconsidérer aussi le rapport entre l'élite politique et le peuple lui-même. Il y a quelque chose qui a craqué à ce niveau-là. Et une des crises d'ailleurs, une des mutations, c'est précisément l'expression de la volonté populaire à l'égard des élites politiques. Oui. On a l'impression qu'il y a deux types finalement de gouvernements aujourd'hui. Il y a les dictatures et puis il y a des démocraties. Est-ce qu'il y a un autre type ? Peut-être que je me trompe. Et on a l'impression que finalement, face aux mutations, les dictatures ont l'air, entre guillemets, de s'en sortir mieux, parce qu'elles imposent des choses, et c'est marche ou crève. Enfin, je dis mieux, c'est avec humour. Elles sont un peu à côté du système. Alors je dirais qu'à côté du système traditionnel, commence à se voir des contre-pouvoirs, à la fois de la société civile, on l'a vu avec les Gilets jaunes, avec les indignés en Espagne, on l'a vu aussi dans nos îles, en Martinique, avec les manifestations sociales, et on sent qu'à côté du pouvoir traditionnel se crée un pouvoir de la population, de la société civile qui prend en main maintenant un certain nombre de problématiques et qui les porte devant, je dirais, l'État, devant l'élite, d'une certaine manière. Et cette population devance maintenant les politiques. Elle va plus vite que la pensée politique elle-même. Donc ça veut dire que le politique aujourd'hui a intérêt peut-être à avoir une dimension plus inclusive, c'est-à-dire inclure dans le débat politique la population, inclure, même dans l'entreprise, les clients, les syndicats, les salariés, et pas seulement limiter le rapport de dialogue social en général à quelques institutions qui se parlent entre elles. Et puis c'est descendant, enfin, avec une approche un peu descendante de la relation. Il faut sortir du système descendant pour aller dans un système beaucoup plus transversal, beaucoup plus participatif, et qui va permettre à la fois de gérer des remontées d'informations qu'on n'entend pas souvent quand on est au sommet de la pyramide, et puis de capter aussi un certain nombre de savoirs, de connaissances, de partager différemment les richesses, d'une certaine manière. Et la richesse, je ne dis pas capitaliste, la richesse globale. Une entreprise est riche par ce qu'elle amène en emploi, je dirais en aide dans une région donnée. Donc cette richesse-là, elle est au cœur pour moi d'un équilibre futur de la population et du monde. Et il y a un autre mot qui te tient à cœur, qui est très important dans ce que tu dis, ce que tu écris, c'est le mot éthique. Oui. Et tu es un spécialiste de l'éthique. Qu'est-ce que ça veut dire l'éthique ? Pour moi, c'est la morale, c'est les valeurs, c'est le respect de la morale. Qu'est-ce que ça signifie globalement ? Et puis dans l'entreprise, ça voudrait dire quoi ? Oui, alors on confond souvent l'éthique et la morale. La morale est dictée par un ou plusieurs groupes d'individus et c'est des règles qu'on s'impose, comme le fait de s'habiller, par exemple quand on sort ou qu'importe, ou la manière de s'habiller. Bon, c'est un exemple. Mais l'éthique, je dirais, elle relève plutôt d'un questionnement, une interrogation sur ce que l'environnement attend d'une société, d'une entreprise, d'une organisation. Qu'est-ce que ces gens-là attendent de moi ? Quelle est la limite que je dois ne pas dépasser, à partir desquelles, quelque part, on sera hors cadre de valeurs acceptables. Donc l'éthique questionne l'acceptabilité, va questionner les limites des pratiques
et la supportabilité des pratiques aussi dans un rapport de relation à l'environnement. Où je dois aller, où je dois poser des limites, qu'est-ce que j'impacte en tant qu'entreprise dans mon environnement, par exemple l'entreprise, et à quel point cet impact est géré, régulé, de manière à éviter justement une casse de l'environnement dans lequel on évolue. Donc l'éthique questionne, interroge à la fois l'individu dans ses valeurs, certainement, mais interroge aussi l'individu dans un rapport aux autres et aux limites qui se posent par rapport aux autres. On y a fait allusion rapidement tout à l'heure, on parlait de la Martinique. Globalement, les mutations dont tu parles, comment tu vois leur impact sur notre société martiniquaise? Et voilà. Et puis le thème de l'éthique, on va voir ça tout à l'heure. L'éthique aussi, comment l'éthique ou ces nouvelles pratiques liées à l'éthique s'expriment dans le cadre des entreprises martiniquaises. Mais peut-être les mutations d'abord. Oui, les mutations, en fait, la Martinique n'est pas, alors tout en étant une île coupée de tout, entourée d'eau, mais en fait, il faut qu'on sorte de ce paradoxe d'une Martinique isolée. On est nécessairement connecté à tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Mais est-ce qu'on n'est pas plus connecté d'ailleurs, ou bien plus perméable d'ailleurs? Alors, on est très ouvert au monde, effectivement, dans les îles en général et en Martinique en particulier. Mais la question qui se pose, c'est de savoir qu'est-ce qu'on prend de ce monde qui s'ouvre, dans quelle mesure le monde à l'extérieur de nous, de l'île, bouge, et dans quelle mesure ces impacts, ces transformations sont en train d'arriver sur l'île. Je pense que c'est comme une vague, c'est-à-dire que la Martinique n'est pas exempte des crises à l'échelle mondiale. D'une manière ou d'une autre, on va être impacté par le digital, par la robotisation, par le numérique, par les crises économiques, les guerres. Donc il faut se préparer en Martinique, je dirais, être résilient. C'est un mot qui est souvent à la mode. On a l'impression qu'on est presque plus que les autres. Alors on a une base très forte de résilience. On a notre histoire en Martinique qui nous a amenés dans notre histoire à se relever, à se combattre je dirais, des situations extrêmement difficiles. Mais comme je dis souvent, la résilience, c'est un fait. Mais la question est de savoir ce qu'on en fait. Être résilient, d'accord, mais pour aller où? Pour se projeter comment? Où on veut aller dans la société martiniquaise? Quel sens on donne maintenant au fait d'être martiniquais, tout simplement, par exemple? Où va l'économie? Qu'est-ce qu'on souhaite pour nous en tant que martiniquais? Donc il y a vraiment des questions fondamentales qui vont permettre à cette résilience, cette capacité de s'exprimer. Mais la résilience en elle seule ne suffit pas. Si elle est là, elle n'est pas utilisée à bon escient, finalement le système peut s'effondrer. C'est une notion qui est extrêmement politique finalement, ou qui devrait être interprétée par les politiques. Quand tu dis où on va, qu'est-ce qu'on en fait, c'est un message aux politiques. Alors c'est un message politique, alors, je ne dis pas qu'ils sont tous inconscients ou pas dans cette conception, mais effectivement c'est un message très fort aux politiques, aux décideurs tout simplement, à la fois un message qui vise à leur dire attention, la valeur que génèrent vos institutions ne s'inscrit pas seulement dans un dialogue politique, dans une manière de parler ou d'échanger avec la population, mais elle se situe aussi dans une capacité à comprendre les attentes, à les traduire aussi dans les faits, réellement, concrètement, mais j'ai envie de dire à pouvoir aussi accepter de se remettre en question. Il est important aujourd'hui que le politique accepte de ne pas savoir, accepte de vivre dans l'inconnu et se réinvente, se repense un petit peu dans ses pratiques globalement. Voilà. Mais ça suppose aussi, au-delà de la remise en question, la mise en œuvre de méthodes que peut-être on n'a pas. Ou ils n'ont pas. Alors, les méthodes existent peut-être, mais on pourrait parler effectivement de méthodologie effectivement, pour aborder ces problèmes-là, comme par exemple la démocratie participative. On sait aujourd'hui que les gens ont envie de participer, envie d'entendre leurs idées portées par les politiques, mais plus largement, je pense qu'il faut entendre aussi le malaise d'une population. Et le malaise, il s'exprime en Martinique sous différentes formes, notamment sous la forme d'une crise identitaire très forte, mais ce malaise va prendre une autre forme à Paris ou en France, il sera le même. Il y aura bien socialement une tension et je pense qu'il faut peut-être remettre à plat, encore une fois, un certain nombre de cartes ou la manière dont elles sont distribuées, ces cartes sur l'île, pourquoi pas, et dans le monde en général, pour qu'il y ait à la fois ce sentiment de moins d'inégalité, ce sentiment de moins d'injustice et surtout ce sentiment de ne pas être compris et entendu. Voilà, c'est ça qui est important. Le dialogue avec les parties prenantes, il est fondamental. Les idées viennent du bas et de la base et pas seulement du haut. Voilà.
Ce sera le mot de la fin? Oui. Ok, William. Donc, je rappelle, Dialogue autour d'un monde en évolution. Donc, c'est une discussion, une conversation avec Louis Kergal, paru aux éditions Librinova. Voilà. Librinova. Donc, on le trouve partout. Oui, sur toutes les Amazon, la Fnac, Amazon, voilà, toutes les et grandes donc en librairies. e-book aussi d'ailleurs. Oui, en Et e-book puis le aussi. deuxième ouvrage, donc Vers les nouveaux mondes du travail, donc accueillir le bouleversement, comprendre les enjeux, structurer, relever les défis de la pandémie. Donc de William Monlouis-Félicité. Merci d'être venu sur le plateau de Je vous Coutez ça. remercie. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve pour un nouveau numéro de Coutez ça sur Zitata. À bientôt. Merci.